Bonjour à tous et bienvenue au Social Show propulsé par Isarta, le rendez-vous des pros du numérique et des médias sociaux où à chaque épisode, un créateur de contenu nous transporte dans ses coulisses pour nous dévoiler tous ses secrets en lien avec la création de contenu de manière stratégique et récurrente. Mon nom est Francis Jeté, j'anime le podcast et je te souhaite bon show! Il y a quelques semaines, il y a l'étude DGTL qui est sortie, un petit peu la bible là, des statistiques du monde des médias sociaux et du marketing numérique qui est sortie. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir Marianne Pépin et Caroline Fortin qui travaillent tous les deux comme stratèges de contenu chez Léger DGTL, qui sont derrière l'analyse de ces chiffres-là. Puis aujourd'hui, elles vont venir nous partager comment. Là, vous avez déjà tout lu les chiffres, là, elles vont pas venir nous parler des chiffres en tant que tels, mais comment on repart de cette analyse-là, comment on repart de ce data-là pour rentrer ça de manière vraiment efficace et stratégique dans notre création de contenu puis dans nos stratégies. Vous venez d'accoucher là, il y a quelques semaines de ce rapport-là. D'entrée de jeu, là, c'est quoi un petit peu le feedback, les retours que vous avez des gens qui ont consulté l'étude? C'est sûr qu'on a des fidèles là, depuis que c'est parti. Fait qu'on a des gens qui dans le fond, nous suivent depuis les 4 dernières années quand c'est parti. Fait que c'est le fun de voir que ça les allume autant. Puis il y a des chiffres qui sont surprenants, il y a des chiffres qui sont moins surprenants. Fait que à date, c'est ça qu'on a comme retour. Oui, c'est ça. Ça fait quand même, c'est la 4e année qu'on fait cette étude-là. Puis on est toujours un peu fébrile là, quand on sort l'étude parce qu'on se dit, bon, est-ce que ça va être à la hauteur des attentes des gens en marketing? Veut pas, parce que c'est pour eux qu'on fait cette étude-là. Et oui, là encore cette année, c'est ça, comme Marianne le disait, on a des très bons commentaires, des données qui ont confirmé certaines choses que les professionnels en marketing avaient déjà en tête, mais d'avoir la donnée, ça leur donne soit la confiance pour continuer ou changer un peu certaines stratégies. Donc, c'est toujours le fun d'avoir un bon retour comme ça des gens. Oui, puis c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui, comment on peut repartir du data dans cette étude-là pour adapter nos stratégies. Il y a 4 grands faits saillants qui ressortent de l'étude. Il y a le fait que TikTok / les plateformes sociales en général et l'intelligence artificielle deviennent des nouvelles endroits où est-ce que les gens développent le réflexe de faire leurs recherches. Il y a le fait que l'engagement migre, des likes aux commentaires directement dans les DM. Il y a le fait que tranquillement, pas vite, le web, les fils d'actualité, les médias sociaux, ça devient un stress pour les gens. Et finalement, il y a le flou qui se crée avec la notion du vrai dans la désinformation, dans l'intelligence artificielle, le contenu qu'on consomme. On a la misère à avoir le vrai du faux là-dedans. Fait que ça, c'est les 4 grands faits saillants. Mais il y a plein d'autres statistiques super intéressantes qu'on va jaser ensemble cet après-midi qui vous ont marqué puis que vraiment on va approfondir un peu plus en détail. Fait que Caroline, peux-tu me parler peut-être d'une statistique, toi, d'abord, qui t'a vraiment marqué de cette analyse-là des chiffres qu'on a eus cette année? Ben, sans grande surprise, je pense, puis c'est la donnée qui a le plus marqué, en fait, une des données qui a le plus marqué justement la majorité des gens, c'est que le fait qu'on utilise majoritairement Instagram encore juste pour aller scroller dans le fil d'actualité, mais de plus en plus, on va l'utiliser pour aller engager via les DMs. Puis ça, je trouve ça full intéressant parce que pour ceux et celles qui sont ou qui se tiennent au courant de ça, ben on sait, l'algorithme utilise beaucoup ce KPI-là, donc savoir à quel point le contenu est partagé pour se dire, bon, est-ce que ce contenu-là, il est pertinent ou pas? Et je trouve que ça montre vraiment bien le parallèle entre comment est-ce que nous, en tant qu'humains, on utilise les réseaux sociaux, puis comment est-ce que se nourrit, comment est-ce que réagit l'algorithme. Fait que ça montre que si nous, on l'utilise d'une certaine façon, ben l'algorithme, forcément, il va se nourrir de ça pour, après ça, aller continuer de montrer le contenu. Donc, c'est vraiment, c'est ça que j'ai trouvé le plus intéressant. Puis la stat exacte, c'est vraiment c'est le 39% des 16-24 ans qui l'utilisent pour les DMs. Donc, très intéressant. Ouais, puis si je peux rebondir là-dessus, là, je suis sûre que je suis pas la seule qui a remarqué ça, mais depuis quelques semaines, maintenant, on peut comme migrer nos algorithmes de Reels avec les personnes avec qui on partage des group chats. C'est les blends.
Puis j'ai commencé à faire ça justement dans mes group chats. C'est super intéressant, mais ça fait juste confirmer justement comment l'algorithme euh, va prioriser certaines interactions versus d'autres. Puis je pense que c'est vraiment un bon pensez-y bien quand on arrive pour faire des rapports de performance, par exemple, à savoir comme, tu sais, il y a quelques années, là, on était vraiment en mode, bon, on veut avoir full de followers, comme c'est vraiment ça, on veut s'engager là-dessus. Après ça, c'était les likes, après c'est les commentaires, il y a eu les partages, mais là, c'est comme vraiment, justement, les partages en DM, des interactions, là où est-ce que ça va amener le contenu plus loin, c'est là où est-ce qu'on se rend compte que c'est la qualité du contenu repose là-dessus. Instagram qui récemment là, a transformé un peu son algorithme pour prioriser justement les ratios entre la quantité d'impressions ou de views maintenant. Là, la stat qui est utilisée sur Instagram, c'est les views qui remplacent les impressions. Donc, le ratio entre la quantité de views et la quantité de sends, de partage en message privé comme un des indicateurs clés de performance de viralité. Donc, une fois que c'est dit ça, concrètement, comment on fait pour repartir de cette statistique-là qui ressort de l'analyse des GTL, puis comment on fait pour l'intégrer concrètement dans nos stratégies de contenu? On peut y aller avec du contenu qui est très conversationnel. Par exemple, c'est tout dépendant de ton audience, de la plateforme. Ben, tu sais, sur Instagram, justement, tu peux poser une question directement aux personnes sans nécessairement que ce soit trop dans ta face comme question. Ça peut être un peu plus indirect ou du contenu relatable. Évidemment, là, tout ce qui est mime, très tendance, ça fonctionne. Mais tu sais, avoir la petite touche supplémentaire qui fait en sorte que ton audience est comme unique à ton contenu, mais que ton contenu est aussi unique à ton audience, ça va faire en sorte que ça va devenir plus naturel à ce moment-là de comme créer un engagement de leur côté également. Tu nous, par exemple, c'est ça, comme on pose des questions, mais aussi, on s'est adapté. Bon, est-ce que les gens ils aiment plus des questions de type nostalgie, pour ou contre, racontez-nous une histoire, répondez, tu sais, comme n'importe quoi comme ça va vraiment faire une différence. Ouais, puis ça fait un peu un lien avec ce que je disais justement quand je présentais le webinaire. Nous, ça nous arrive souvent de faire du contenu en pensant à une personne en particulier. Parce qu'on se dit, bon, si moi, je le vis avec mon ami ou si je le vis avec un collègue, ben peut-être qu'il y a plein d'autres personnes qui le vivent. Et souvent, ben c'est ce contenu-là qui fonctionne le mieux. Donc, penser le contenu en fonction, avec une personne précise en tête, en général, ça fonctionne bien. Moi, je rajouterais aussi à ce que Marianne vient de dire de les captions aussi, la façon qu'on rédige les captions ou bien que ce soit en texte ou bien vraiment sur la vidéo, ça peut quand même jouer, tu sais, au lieu de laisser la caption très large, ben, de focuser par exemple avec un call to action, genre envoie ça à ton ami ou envoie ça à quelqu'un qui a besoin d'entendre ça, des choses du genre. Ça, c'est et tu dis clairement à la personne qui voit la vidéo qu'est-ce que cette personne doit faire. Puis je pense que si j'avais un troisième conseil, ben d'essayer les fameux comment to shop, comment to get the link, avec des applications, des outils comme Linktree, ben ça peut être un bon moyen de commencer à essayer peut-être avoir de l'engagement dans les DM. Là, ça, c'est surtout pour quand on a des objectifs de conversion ou de considération. Là, on veut quand même les amener ailleurs. Donc, c'est quand même intéressant pour stimuler l'engagement dans les DM. Effectivement, comme tu dis, Caro, ben, tu sais, on dit qu'il y a beaucoup d'actions qui se passent dans les DM. Ben, donc, d'amener les gens, oui, à s'envoyer du contenu par les DM, mais au-delà de ça, ben, si les gens sont actifs dans les messageries privées, ben, en place de te forcer à dire clique le lien dans la bio, ben, on va peut-être utiliser un outil comme ManyChat, puis on va dire, ben, commente en bas, puis on va t'envoyer un lien vers l'épisode du podcast, on va t'envoyer un lien pour un code promo, blablabla. Et donc, c'est naturel des gens d'aller se promener dans les DM. Ça le devient beaucoup plus que d'aller se promener dans directement sur le profil des gens. Fait qu'effectivement, c'est un excellent exemple concret de on part d'un insight, puis comment on l'intègre de manière stratégique dans notre stratégie, justement, de création de contenu. Marianne, de ton côté, as-tu d'autres statistiques, toi, qui ont retenu ton attention, puis que tu dis, ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup jaser quand tu parles avec tes clients en stratégie de contenu? Oui, absolument. On a, je pense que ça, c'est partagé peut-être un peu avec beaucoup de personnes qui font la même job que nous, mais comment rejoindre les hommes? Comme les plateformes, souvent, qu'on utilise Instagram, Facebook, machin, tout ce qui est Meta, TikTok, c'est souvent comme les femmes qui ressortent le plus. Un peu comme relativement souvent tout client, tout contenu confondu,
ben on a de la misère à comme dépasser cette démographique-là. Et on a remarqué que c'est principalement sur le text-based platform qu'on va retrouver les hommes. Donc tout ce qui est comme Twitter puis Reddit, c'est vraiment là que ça se passe. C'est sûr que comme rendu là, tout dépendant de ton client, ben c'est difficile de après ça, ben pas c'est difficile, mais ça peut être un défi d'ajuster ou d'aligner sa stratégie de contenu selon ce que les plateformes demandent. Mais c'est quand même un pensez-y bien après quand on est en train de comme se dire bon, comment est-ce que je peux aller plus loin de ce que j'ai à dire pour l'adapter à exactement là où les hommes se retrouvent. Il y a aussi YouTube. YouTube, c'est quand même une plateforme là, qui est assez large, qui est vraiment comme, c'est tout relativement là, comme toute démographique confondue, mais particulièrement les hommes, ils se retrouvent énormément sur YouTube. Donc ça, c'est à garder en tête. Puis moi, c'est, à un moment donné, c'est comme, pas qu'on frappe un mur, mais quand on me demande, ben je veux vraiment aller les voir, je veux vraiment aller voir, mais je peux juste être sur Meta, mais je suis comme, ben voici ce que la donnée parle d'elle-même. Maintenant, comme, there's so much I can do after that, mais souvent, ça peut comme vraiment les allumer à faire comme, ben, on va peut-être faire une espèce de pilier différent ou comme une verticale différente pour, après ça, s'adapter avec plus du text-based platform. Je trouve qu'il y a beaucoup de potentiel aussi là-dessus, mais c'est un défi qui est différent, là, définitivement. Par rapport aux hommes, là, c'est parce que je regarde nos deux grands tableaux, là. TikTok est quand même intéressant parce que oui, il y a un peu plus de femmes que d'hommes sur TikTok, mais quand on regarde qui interagit, qui visite la plateforme au moins une fois par jour, on voit qu'il y a quasiment autant d'hommes que de femmes qui l'utilisent une fois par jour. Fait que ça, c'est quand même intéressant aussi pour les marques parce que ça permet ben, justement d'avoir une plateforme supplémentaire qui est pas text-based pour rejoindre les hommes. Mhm. Justement, parlant de l'utilisation des différentes plateformes, TikTok est une plateforme qui continue de croître au Québec. Évidemment, c'est une plateforme où est-ce que, il y a beaucoup d'organisations qui peuvent pas nécessairement être présentes à cause de certaines règles du fait que TikTok est une plateforme chinoise. On voit qu'aux États-Unis, la plateforme TikTok a été rachetée. Donc, ça ne semble pas avoir d'impact présentement sur les habitudes de consommation des gens. Insécurité-là ou le fait que c'est pas toutes les organisations publiques qui sont présentes sur cette plateforme-là. Une marque qui vient voir en 2025 qui dit hey, on aimerait ça être actif sur TikTok. Par où on devrait partir pour définir est-ce que cette organisation-là, ça vaut la peine de développer une présence sur TikTok? Moi, ma première question, c'est peut-être un peu, ben pas ma première question, mais ma réponse, ce serait, est-ce que vous êtes prêt à avoir du fun dans votre stratégie? Parce que, tu sais, c'est sûr que c'est peut-être un conseil qui est très large, mais c'est comme vraiment, faut avoir you need to be in the right headspace to do it. Excusez l'anglais, là, mais, tu sais, faut vraiment comme être prêt à se dire, peut-être que sur Facebook ou sur Instagram, je suis plus sérieux, mais sur TikTok, tu sais, faut vraiment l'adapter parce que évidemment, sans surprise, les gens, comment qu'ils visitent l'app, c'est pas nécessairement de la même manière que sur d'autres plateformes, puis c'est comme ça partout, là. Fait que ouais, c'est juste parce qu'après ça, sinon, on va juste un peu s'ostiner à toutes les fois de faire comme, OK, ben, vous voulez être sur TikTok, mais là, ce que vous me demandez de faire, c'est pas l'idéal, genre, comme, ça va pas marcher, vous allez être déçus dans votre performance, ou on va juste comme pédaler dans le vide. Fait que si à un moment donné, comme ça débloque, ben là, ça devient le fun, puis on va vraiment voir comme des retombées intéressantes, voire même de la viralité, ce qui est comme le but de tout le monde, évidemment. Moi, j'aime vraiment ça. Je pense que j'aurais pas pu mieux dire que Marianne, fait avoir du fun. Est-ce que vous êtes prêts à avoir du fun? Parce que, tu sais, v'là pas si longtemps, c'était quand même correct de juste prendre ce que tu fais sur Facebook, Instagram, puis juste le tweaker un peu, puis l'envoyer sur TikTok. Mais là, ça marche vraiment plus. Tu sais, on l'utilise vraiment pas de la même façon. Fait que c'est une stratégie vraiment à part entière, avec du contenu à part entière, vraiment distinct qu'on verra pas ailleurs. Fait que si une marque elle est pas en mesure, soit par manque de temps, par manque de ressources, par manque de n'importe quoi, de le faire, ben là, c'est sûr qu'on les dirigerait vers d'autres plateformes, par exemple. Mhm.
Parlant de TikTok, ben, on parle du fait que présentement, ça devient une plateforme principale où est-ce que les gens posent beaucoup de questions avec l'intelligence artificielle. Justement, est-ce que vous avez commencé, puis c'est une tendance aussi qu'on voit émerger sur Instagram aussi. Est-ce que vous avez commencé à intégrer dans vos stratégies de contenu découlant de ces statistiques-là des stratégies un peu plus SEO, sociales? Donc, comment on développe une stratégie où est-ce qu'on intègre les aspects SEO dans la stratégie de contenu médias sociaux? Ben oui, on le fait un peu d'office là, justement, d'avoir des captions en général assez bien détaillés avec des mots-clés sans que ce soit clairement des mots-clés, tu sais, sans que ce soit trop robotique, mais on le fait déjà depuis quand même un petit bout, dès que c'est possible. Puis justement, l'ajout des sous-titres aussi dans chaque vidéo qu'on fait, ça l'aide au SEO, autant pour le SEO sur les plateformes que pour après ça, que ce soit peut-être éventuellement repris par le AI. Donc ça, on le fait aussi. Quoi d'autre? Est-ce qu'on fait d'autres petites... j'ai rien d'autre qui me vient en tête, mais oui, forcément, on le fait, là. Ouais, je pense que comme, tu sais, vu que c'est un outil qui est tellement rendu intégré dans toutes les plateformes, ben, je pense que naturellement, on va l'utiliser. Ça va comme compléter peut-être certaines, pas idées, là, mais comme, ouais, ça va compléter certaines publications parce que c'est rendu naturel, mais le SEO, définitivement, on porte une attention particulière parce qu'il y a tout le temps la question des hashtags avec les clients. Ils sont comme, combien de hashtags? Puis là, c'est comme, ça bourdonne dans mes oreilles. Je suis genre, OK, on est plus en 2007. Le rapport des hashtags est comme complètement différent maintenant, mais le SEO a vraiment comme supplanté comme la Mm. puissance du hashtag maintenant. Puis c'est vraiment comme plus de notre côté après ça de bien l'implémenter, là, mais ouais, c'est comme ça qu'on l'attaque. D'ailleurs, il y a TikTok récemment qui a commencé à limiter la quantité de hashtags là, dans les Ouais, captions. Fait que ça Mais démontre moi, j'en là, fais justement un bien peu cet républicain. aspect-là. ouais. Ça évite d'en avoir comme un chunk de hashtag incompréhensible à la fin d'une Ouais, publication, là. Donc, ouais, très bien de la part de TikTok. exact. Si tu prends le temps d'écouter le podcast, c'est la preuve que tu aimes ça apprendre puis que tu peux améliorer ta création de contenu et tes résultats. Mais si je te disais que tu peux aller encore plus en profondeur sur l'optimisation de ton contenu sur certaines plateformes, serais-tu curieux de savoir comment? C'est simple, tu as juste à te rendre sur le site d'Isarta pour consulter les sujets de formation que je donne en lien avec les médias sociaux. TikTok, la publicité Facebook, Instagram, LinkedIn, peu importe la plateforme sur laquelle tu aimerais ça en apprendre davantage, j'ai sûrement une formation sur le sujet. Tu aimerais développer ton propre podcast, j'ai aussi une formation là-dessus. Puis ça, c'est juste mes formations à moi. Il y a une foule d'autres formations données par des experts d'autres domaines, que ce soit en lien avec le marketing numérique ou plein d'autres sujets fascinants qui vont t'aider à propulser ta carrière. Visite formation.isarta.com pour consulter le calendrier des formations et t'assurer de réserver ta place. Merci à Isarta de commanditer le podcast Le Social Show. Une autre statistique que je trouvais vraiment intéressante qui est ressortie de l'étude, c'était en lien avec la création de contenu à saveur humoristique, dont tantôt on dit, ben, tu sais, si tu vas être sur TikTok, on veut que tu sois prête à avoir du plaisir à créer du contenu, puis à essayer de tester des nouvelles choses pour sortir de tes habitudes de création de contenu que tu aurais sur d'autres plateformes. Mais un des éléments clés que je trouvais vraiment intéressant, c'est le fait de dire, ben, au-delà d'essayer d'être drôle pour être drôle, c'est on veut surtout être intentionnel. Puis je pense que là-dedans, il y a quelque chose de vraiment intéressant. Puis moi, ça fait des années que je parle de cette notion-là. C'est que les gens, quand ils vont sur les médias sociaux, oui, le contenu à saveur humoristique peut bien fonctionner, mais il y a une différence entre être drôle puis être divertissant. Je pense que Mhm. souvent, c'est ça. Souvent, on dit faut être drôle, mais il faut pas être drôle sur les médias sociaux. Il faut savoir être divertissant. Puis je pense que le fait qu'on est au Québec, on est dans une société où est-ce que l'humour est super important à cause ben on le voit parce qu'il y a beaucoup d'artistes de renom qui sont des humoristes. Puis on a eu Juste pour rire qui est un gala international. Donc, ça fait partie un peu de notre héritage culturel, l'humour. Mais évidemment, c'est pas toutes les marques qui peuvent être drôles, soit parce que ça ne fait pas avec le ton, avec l'industrie, ou peut-être juste parce qu'on n'a pas nécessairement les bonnes personnes à l'interne pour exécuter dans l'humour. Ça, c'est quelque chose que je trouvais vraiment intéressant. Donc, concrètement, si vous voulez me parler peut-être de cette statistique-là en lien avec le contenu intentionnel, puis
Mhm. être divertissant plus que humoristique? Ouais, ben il y a, tu sais, certaines... bon, tout le monde veut être Duolingo, tout le monde veut être Ryanair, c'est pas possible. Mais tu peux être tout aussi divertissant avec comme du contenu qui est plus comme lo-fi, qui est light, de forme micro-learning. Encore une fois, j'arrive avec mes mots en anglais, là, je suis désolée, mais c'est comme l'industrie nous l'impose. Mais ouais, je pense que c'est vraiment bon ce que tu as dit, qu'il faut vraiment mettre de l'avant le divertissement plus que l'humour parce que ça peut rapidement devenir cringe. Puis, tu sais, les gens qui sont sur les plateformes connaissent les codes, connaissent comme le facteur authenticité. Puis si c'est un peu à côté de la plaque ou comme tu sautes sur une trend ou tu essaies d'être drôle puis ça fonctionne juste pas, ça va comme vraiment faire l'inverse. C'est pas de surprise. Mais ça, c'est un bon astérix à mettre là, quand on essaie de parler de contenu, de faire comme il faut y aller avec parcimonie, puis il faut que ça fasse du sens, puis il faut que ça amène aussi pas la discussion, mais le contenu plus loin. Comme des fois, c'est le fun d'y aller avec comme une tendance qui est très de surface, mais après ça, comme comment tu peux l'amener plus loin, puis peut-être véhiculer un message qui est pas trop dans ta face. Ça, c'est vraiment comme le mélange des deux qui fait en sorte que ton contenu va être de plus grande qualité, puis il va avoir comme une raison d'être qui est pas juste comme du filler content sur ta grille, mettons. Moi, j'aime ça un peu voir ça comme une personne. Mettons, je m'adresse à quelqu'un, si la personne a fait juste m'envoyer tout le temps des jokes, puis les jokes ont l'air forcés, ben, à un moment donné, je vais me dire comme, ben, là, il me semble qu'il me manque quelque chose dans ma conversation avec cette personne-là. Fait que pour les marques, c'est exactement la même chose parce qu'au fond, une marque essaie d'avoir une conversation avec l'audience cible. Fait tu peux pas m'envoyer tout le temps des jokes forcés parce que c'est unsubscribe, là. Donc, c'est un bon mélange à avoir, justement, un peu comme Marianne disait, le bien dosé. Divertir plutôt que de chercher toujours à faire rire. Puis moi, le divertissement aussi, il passe par... Oui, c'est parce que l'humour, on l'utilise vraiment de façon large, mais pour moi, humour, ça peut aussi être un petit clin d'œil à une référence culturelle, à une émission de télé qui est quand même populaire, une expression qu'on utilise souvent par les Québécois, par exemple. Ça, pour moi, c'est ça de l'humour. Fait que peut-être qu'on devrait collectivement essayer de se trouver un autre mot à utiliser au lieu de dire humour, là. Mais ça, c'est suffisant pour juste aller chercher la petite connexion qui manque pour divertir, par exemple. Mhm. Tu l'as bien dit, là, Marianne, tantôt, là, à la place de juste sauter sur les tendances, comment on peut créer du contenu plus intentionnel pour les marques. Comment on fait pour trouver ce juste milieu-là de créer du contenu qui est à la fois comme ben, soit divertissant ou aligné aux attentes des gens ou aux codes des plateformes, mais en créant du contenu qui est intentionnel, puis qu'on fait pas juste rajouter du noise, puis qu'on fait pas juste refaire des tendances, puis surtout en se démarquant. On aimerait ça dire on a une recette Ouais. secrète. Voici, on tape 1, étape 2, étape 3, mais la réalité, c'est qu'il n'y en a juste pas. Là, j'ai une marque en tête sur un client avec qui on travaille. On a refait justement la stratégie de contenu parce qu'on voulait utiliser un peu plus d'humour, de légèreté dans le contenu. Et la meilleure chose à faire, c'est des tests. Donc, tester quel type, justement, bon, jusqu'à où on peut aller dans nos blagues. Tant que ça offense personne, je pense qu'on peut tester des choses. Et là, ben, on a quand même trouvé justement que avec notre audience de cette marque particulière-là sur Facebook, par exemple, parce qu'on n'a pas le choix d'être sur Facebook avec cette marque-là, la nostalgie, c'est ce qui fonctionne le mieux. Puis les petits débats inoffensifs, là, si je peux dire. Fait que, tu sais, pour ou contre la famille qui débarque à l'improviste, par exemple. Fait que ça, c'est toutes des choses qu'on a faites. Puis ça s'étale, les tests qui se sont étalés sur, je sais pas, 6 mois peut-être de calendrier de contenu avant de trouver que ce contenu-là il est le plus performant. On va y aller vers cette direction-là. Et ça, pas que ça offense personne, mais tu sais, ça réagit pas, donc on va le laisser de côté. Donc, c'est vraiment des tests. Ouais, je suis d'accord aussi. Puis je pense qu'il faut garder en tête que derrière une derrière la création de contenu, il y a quand même une personne à la base. Là. Il peut y avoir une équipe aussi derrière tout ça quand on est chanceux puis on a full de ressources. Là. Mais je pense que mettre de l'avant comme pas la personnalité nécessairement de cette personne-là, en plus de la stratégie de contenu ou comme la personnalité euh, de la marque, mais par exemple, moi, je trouve que bon, je suis particulièrement inspirée par tel aspect du message ou par tel aspect de la marque, ben là, je trouve que c'est plus facile pour moi de le mettre sous forme d'humour. Ça sera pas pareil, par exemple, pour Caro. Peut-être qu'elle elle va trouver que ce message-là ou cette information-là, c'est mieux en article de blog, par exemple, qu'elle va reshare.
Fait que, tu sais, ça dépend aussi derrière ça. Puis je pense qu'il faut vraiment se faire confiance, comme évidemment en tant que créateur de contenu, parce que ce qui fonctionne pour moi, ce qui fonctionne pour Caro, c'est vraiment pas du tout la même chose. Je le sais, parce que j'ai déjà essayé de faire ce qu'elle fait, puis comme honnêtement, c'est pas la même, ça n'a pas la même, le même impact du tout, là, mais ouais, ça serait pas mal ça, tu sais, se faire confiance, là, c'est plate. On aimerait ça comme avoir une réponse qui pourrait satisfaire tout le monde, puis qu'on pourrait mettre comme dans notre back pocket, puis avoir beaucoup de succès, mais on n'est pas rendu là. Dans le rapport, on parle aussi la notion d'influence. Dans l'influence, on a analysé justement l'impact un peu de la perception des gens envers les créateurs de contenu qui font des partenariats rémunérés avec des marques ou pour mettre de l'avant des produits. Puis on a aussi analysé un peu la notion euh, d'influenceurs ou slash plus ambassadeurs de marques, donc des employés qui représentent les marques. Puis c'est drôle parce qu'on a comme des statistiques qui sont comme un peu aux opposés. Hein. Fait que quand je suis un employé qui devient l'influenceur ou le créateur de contenu devant la marque, ben là, les gens, ils aiment ça, ils apprécient ça, ça ajoute un niveau de confiance, de proximité avec la marque. Alors que quand on va engager un influenceur externe pour faire un partenariat de marque, mais là, on voit que les gens, ils veulent plus suivre le créateur de contenu pour son contenu habituel et non pas pour des partenariats rémunérés. Donc ça, je pense que c'est quelque chose quand même d'intéressant à réfléchir quand vient le temps de créer du contenu, où est-ce qu'on va mettre de l'avant des individus. Donc peut-être plus prioriser nos personnes internes que d'aller chercher des créateurs de contenu externes. Ouais, je suis complètement, oui, on était vraiment d'accord avec cette stat-là aussi. Tu sais, c'est aussi au niveau de que ce soit pratique, tu sais, parce que c'est le fun que les attentes des audiences puis des gens qui sont sur les plateformes répondent vraiment avec comme notre réflexe de devoir créer du contenu rapidement. Quand on a des ressources à l'interne, genre quelqu'un qui est, tu sais, on n'est pas obligé d'avoir un acteur ou quelqu'un qui est comme 100% à l'aise devant la caméra, quelqu'un qui est juste un bon orateur, ça va faire l'affaire, puis ça va vraiment comme avoir un facteur, une relation vraiment plus intime, si je peux dire ça comme ça, avec l'audience, où est-ce qu'on va être capable de voir qu'on parle, ben, que c'est une vraie personne qui nous parle. Des fois, avec les influenceurs, il peut y avoir comme une espèce de distance avec pas le message, mais comme une espèce d'affaire de méfiance aussi, là. Je sais pas si j'utilise le bon mot, c'est peut-être un peu trop lourd, mais surtout au niveau de comme quand on veut parler de sujets de type expertise d'emploi ou ben, pas nécessairement d'emploi, mais comme de la marque plus en profondeur, on connaît le jargon différemment, on est capable de le vulgariser. Fait que mettre des personnes qui travaillent directement là-dedans ou qui sont capables de parler de la marque d'une manière comme plus naturelle et intelligente, ça rassure l'audience définitivement. Puis nous, on a plein de petits trucs à l'interne là, pour les gens qui veulent se lancer là-dedans. Donc, tu sais, c'est super simple. Faut juste pas avoir peur là, de comme le conseiller ou de se lancer là-dedans. Là. Définitivement pas. Je vois ça, tu sais, est-ce qu'on travaille avec des influenceurs ou est-ce qu'on se tourne plutôt vers des employés? Moi, je vois, tu sais, c'est pas moi, je vois ça vraiment comme deux tactiques complémentaires. Fait que tu sais, là, de façon très générale, là, c'est sûr que ça va être différent d'une stratégie à l'autre, mais de façon très générale, les influenceurs vont permettre, tu sais, sans grande surprise, d'aller atteindre des gens qui ont des audiences nouvelles. Fait que des gens qui ne nous connaissent pas souvent. Fait qu'on n'a pas besoin nécessairement d'aller tout de suite chercher la crédibilité. On veut juste être vu par le plus grand nombre de personnes possible qu'on ne réussit pas à rejoindre avec notre audience actuelle. Fait que ça, c'est vraiment intéressant quand on a un objectif plus de notoriété. Et les employés, ben, comme Marianne me dit, ben, ça apporte la crédibilité. Fait une fois, mais là, je pense une stratégie qui combinerait les deux. Bon, mais une fois que j'ai attiré des nouvelles personnes avec les influenceurs, ben là, mes employés, avec, je sais pas, une série de contenus vidéo d'expertise, ben là, pourraient aller travailler la crédibilité puis passer mon message, vraiment mon message de marque. Fait que moi, je vois vraiment ça comme deux tactiques très complémentaires au sein d'une même stratégie. Au-delà d'avoir du contenu un peu plus comme spontané, drôle, ben comment on crée du contenu qui est un peu plus informatif, soigné, réfléchi. Fait que ça, c'est un autre élément qui ressortait de l'étude. Fait que je ne sais pas si vous pouvez nous parler peut-être de cet aspect-là, où est-ce qu'on est un peu moins dans peut-être du contenu style UGC, puis dans un contenu qui est peut-être un peu plus réfléchi, éducatif, informatif. Oui. Dans l'étude, on parlait beaucoup justement
comme tu viens de dire, Français, du contenu employé, on le sait quand même que la réalité, c'est que la majorité des organisations, soit qui sont pas capables de trouver des employés qui vont vouloir se mettre de l'avant devant la caméra, ou ils ont juste pas le temps. Fait que c'est là, nous, justement, la notion de créateur, fait que ce soit un créateur de contenu indépendant, une agence, etc., c'est là qu'on va pouvoir aider. Parce que votre agence ou le créateur de contenu, c'est quelqu'un d'habitude qui est capable de vulgariser un sujet. Donc, moi, si on parle d'un projet idéal, par exemple, là, on a eu récemment un projet avec Port de Montréal qui voulait justement faire des capsules vidéo d'expertise, mais qui n'avait pas nécessairement les employés pour le faire. Donc, nous, on a fait 10 capsules TikTok, donc 10 vidéos. Et ce qu'on a fait, c'est que d'avance, on a tout prévu les sujets avec les clients, évidemment. Tout prévu les sujets, qu'est-ce qu'on va parler, les concepts, qu'est-ce qu'on va dire, comment est-ce qu'on va le dire. Puis, ce qu'on s'est rendu compte, c'est que souvent, ce qui fonctionne bien, c'est juste des vidéos dans lesquelles notre créatrice de contenu vulgarise, s'adresse à la caméra, puis en green screen, en arrière, il y a des images qui supportent un peu ce que la personne va dire. Donc ça, c'est des choses qui sont relativement faciles à mettre en place, que ce soit si les organisations sont chanceuses, que ce soit par les employés ou un créateur. Ça demande, on s'entend, ça demande quand même une bonne préparation, mais c'est pas un vidéo iProd, là, tu sais, ça se fait quand même assez rapidement, en tout et partout, tu sais, en 5-10 heures, même avec le déplacement, ça peut être fait, là. VS comme une vingtaine d'heures pour des fois des vidéos plus professionnelles. Donc, c'est vraiment le fun, ce genre de contenu-là, en termes de vidéos, d'expertise, de qualité. On s'est rendu compte aussi que les sujets qui fonctionnent bien, si jamais ça peut en inspirer quelques-uns, c'est tous les sujets qui ont rapport à la logistique puis les opérations. Puis je pense que n'importe quelle industrie, n'importe quelle organisation peut se trouver des sujets liés à ces deux sujets-là. Fait que logistique, opération, qui pourraient très bien intéresser les gens. Effectivement, tu sais, les fameux vidéos How It's Made, hein, tu sais, un petit behind the scenes qui démontre comment quelque chose a été construit, comment concrètement, il y a la Ville de Montréal qui ont fait des solides home runs aussi avec une couple de vidéos qui montraient comme à quel point euh, les lieux là, où est-ce qu'ils vont envoyer la neige là, pour le déneigement l'hiver. Donc, plein de petits home runs qu'ils ont fait de ce côté-là. Puis c'est pas drôle, c'est pas humoristique, c'est super éducatif, mais il y a quelque chose d'impressionnant, il y a quelque chose de le fun à aller chercher de ce côté-là. Puis effectivement, qu'on a tendance à se casser la tête. Mais souvent, moi, ce que je dis, c'est parce que les organisations sont tellement proches de leur quotidien qu'ils ne voient plus ces éléments-là qui sont wow, qui sont intrigants, intéressants pour les gens qui connaissent peut-être un peu moins cette industrie-là ou qui sont peut-être plus loin dans les bureaux puis un peu moins sur le terrain. Ouais, je pense que en autant que le contenu soit snackable, tu Ouais. sais, on parlait justement tantôt de divertissement versus humour, ben là, comme on parle de sujets qui sont plus complexes, si on le rend comme, tu sais, mettons au niveau du montage ou avec quelqu'un qui le vulgarise, qu'on le rend comme vraiment genre snackable, ça fait en sorte que ça fonctionne super bien. Puis on a la chance, quand on a du contenu comme ça avec l'expertise, ben justement, on peut travailler avec le client qui est expert dans son domaine. Puis nous, on connaît pas ça, tu sais. Quand on parlait de justement parler de tout ce qu'on reçoit au port de Montréal, comme moi, Marianne, je sais pas c'est quoi, mais je suis cette personne-là à qui on veut parler. Fait que c'est vraiment comme une force derrière ça de comme travailler en binôme. Fait que nous, le plus souvent possible, tu sais, quand ça fonctionne bien, on le propose dans nos stratégies de contenu, puis parce qu'on sait que ça marche plus souvent qu'autrement. Depuis tantôt, on parle de contenu intentionnel, humain, hein, qui nous amène, qui est relatable, qui nous amène à connecter avec d'autres êtres humains en connectant avec les DM. Puis de l'autre côté, on a la promesse que l'intelligence artificielle va nous faire sauver bien du temps puis nous faire créer du contenu là, tout seul dans notre salon sans avoir besoin d'aller faire des tournages sur le terrain avec des collègues ou quoi que ce soit. Puis tout ça, c'est généré par l'intelligence artificielle. Puis là, je trouve ça vraiment intéressant parce que dans la statistique, ben justement, on parle un peu de, ben d'un côté, le fait que les gens commencent à se tourner de plus en plus vers un outil comme ChatGPT pour faire des recherches, donc à la place de se tourner vers Google directement. Donc, il y a cette notion-là d'un côté, mais de l'autre côté, on a la notion
de dire ben, que les gens ont de plus en plus de difficultés à discerner le vrai du faux sur les plateformes, puis qu'est-ce qui est du contenu d'intelligence artificielle, qu'est-ce qui est du vrai contenu. Donc, je pense que ça vient encore rajouter à cet aspect-là de l'importance de créer du contenu qui est le plus authentique et vrai possible pour favoriser le fait que les gens, ça va avoir un impact encore plus important sur la perception de confiance Ouais. puis le lien émotionnel avec les marques. Fait que je ne sais pas si vous voulez parler peut-être un petit peu de cet aspect-là. Euh, oui, comme tu parlais, puis la première chose à laquelle j'ai pensé, c'est on remarque de plus en plus, on les voit là, les captions on le fait tous, tu sais, comme on bonifie des captions, par exemple quand tu sais, on veut brainstormer avec ChatGPT, mais moi, la seconde que je vois qu'une caption sonne ou se lit comme ChatGPT, ben là, je suis un peu comme, ben, pas le facteur humain derrière ça. Puis c'est sûr qu'au niveau du temps, c'est beaucoup plus économique, mais tu sais, juste bien balancer le tout. Il y a comme le facteur crédibilité aussi, puis d'intention derrière ça. Si je vois qu'un créateur de contenu utilise juste ChatGPT pour faire ses captions ou écrire son infolette, tout ce genre de trucs-là, mais comme ça perd un peu sa valeur comme c'est sa petite étincelle qui fait en sorte que comme je l'aimais ou que j'aimais telle marque qui visiblement comme remplacer certaines ressources avec l'intelligence artificielle. Mais ça, c'est une crotte sur le cœur que j'ai personnelle, là. Je parle Écoute, Marianne. Marianne, je le dis, là, ça m'est arrivé ce midi même. Je vois un post d'un créateur de contenu qui a quand même pas mal d'engagement. Puis là, j'arrive vers la fin, puis là, j'étais comme, j'analysais un peu le texte, puis là, j'arrive vers la fin, puis vers la fin, il y a la petite conclusion cheesy de Mhm. ChatGPT, là. Je sais pas si vous savez ce que je veux dire, mais tu sais, Ouais. la, la petite tournure de phrase, là, cheesy, puis là, je fais comme, ah ouais, je me doutais que c'était écrit par l'intelligence artificielle, Ouais. mais dès que je suis arrivé sur la dernière ligne, j'ai fait, ouais, Ouais. c'est la Ben, preuve, mettons. c'est aussi que ça nous rend un peu lâches, genre intellectuellement, comme je suis abonnée à une infolette justement d'une créatrice de contenu, puis derrière moi, elle a juste copié-collé le contenu de ChatGPT avec la conversation encore, comme voici la version plus fluide de. Là, j'étais comme, tu sais, ma chum, genre, déjà tu l'as fait écrire par ChatGPT, relis-toi tu sais, au moins. Je me suis Est-ce que ça désabonnée, a été là, un honnêtement. unfollow? Est-ce que tu t'es désabonné dessus? Oui, puis en plus, je payais pour son infolette en passant comme, tu sais, ça c'est il y a des gens qui vont être plus flexibles par rapport à ça. C'est nous que, tu sais, c'est sûr, nous, on est derrière, comme on est behind the scenes. Fait que ça, on est peut-être un peu plus, on est plus au courant, on est plus savvy, puis peut-être on est plus sensible à ça aussi, tu sais, en tant Ouais. que personne, créateur de contenu. Mais là, ça m'est arrivé aussi avec des influenceurs avec qui je faisais affaire pour des clients qui, euh, visiblement, elle l'écrivait par ChatGPT, puis je pouvais rien faire, tu sais, je voulais pas les accuser non plus, mais tu sais, j'étais comme, tu sais, la gang, c'est pas sérieux, c'est ta job, puis c'est censé être tu sais, comme, je sais pas, un assistant, mais c'est pas censé faire 100% ta job. Moi, Exact. ça me dérange beaucoup, puis parce que ça dévalue aussi le message que tu veux mettre de l'avant, parce que là, finalement, tout va se ressembler, puis on remarque déjà, tu sais. Mais je pense Et aussi qu'en surtout tant si on que travaille avec un créateur de contenu, on travaille pour avoir sa voix unique à ce créateur de contenu-là. Donc, si il délègue cette portion-là à l'intelligence artificielle, Ouais. ça va mal. Caroline? j'allais dire, tu sais, comme tu disais au début, je pense que chaque marque vont avoir la responsabilité de quand même faire attention à comment ils utilisent le AI parce que l'étude montre qu'on est de plus en plus fatigué par rapport au web, que ça nous cause du stress. Puis on Ouais. a de la misère quand même, à une bonne proportion, on a de la misère à distinguer comme qu'est-ce qui est vrai puis qu'est-ce qui l'est pas. Puis ça, c'est sûr que, tu sais, ça a toujours été présent sur le web, mais ça, je pense que cette statistique-là est exacerbée par l'utilisation exponentielle du AI. Fait que je pense qu'en tant que marque, en tant qu'agence, peu importe là, quand tu mets du contenu out there, je pense que tu as quand même la responsabilité de faire attention à comment est-ce que tu utilises le AI. Puis justement, tu sais, moi, dès que j'ouvre TikTok, je vois des dizaines de vidéos faites par le AI, puis moi, Mhm. je ferme TikTok parce que c'est pas ça que je veux voir. Tu sais, ça me fatigue plus qu'autre chose de voir des chats qui dansent sur deux pattes avec un chapeau. Genre, tu sais, je suis incapable. Fait que je Ouais. pense qu'on a quand même toute la responsabilité collectivement de faire attention parce que cette statistique-là de fatigue puis de flou, c'est sûr que ça va continuer à augmenter. Là. Oui, puis Mhm. avec l'arrivée de Sora 2, puis leur application, leur plateforme sociale,
On commence à en voir de ces contenus-là là, qui pop un peu sur Instagram, sur TikTok, dans les Reels. Puis j'ai beaucoup aimé, moi, le move de YouTube qui ont dit, ben tout le contenu qui est généré à 100% par le AI, tout le AI slop, ben ils démonétisent ces Mhm. chaînes-là. Donc, ces chaînes-là ont moins de... Ces créateurs-là, si on veut, ont moins d'incentive à publier sur la plateforme s'ils ne sont pas en mesure de le monétiser. Donc, ça, je pense que c'est quelque chose qui va être intéressant de voir comment les plateformes vont euh, ajuster leurs algorithmes. Puis vont. D'ailleurs, on a vu du côté du compte de Adam Mosseri que bientôt, sont en période de test où est-ce que les gens sont capables euh, de choisir concrètement des thématiques, des sujets de contenu qu'on va vouloir tuner down ou tuner up là, dans notre algorithme. Puis, il va être intéressant de voir s'il va y avoir des fonctionnalités pour dire, hey, moi, du AI slop, j'en veux pas du tout, Ouais. ou si j'en veux. Donc, il y a peut-être ça aussi qui va être intéressant. Mais assurément, un sujet que je voulais qu'on aborde aujourd'hui, c'est cette notion-là du content fatigue, puis le stress lié avec le temps passé sur le web. Parce que je pense que ça nous ramène comme marketeurs à nous poser la question, justement, comment on peut être plus intentionnel pour créer du meilleur contenu qui est plus réfléchi, qui est plus aligné avec notre marque que être dans la quantité pour pousser du contenu au maximum. Fait qu'il y a cette statistique-là qui est ressortie de l'étude. Je sais pas si tu veux nous en parler un peu, Caroline. Oui. Ben, en fait, comme marque, comment est-ce qu'on peut être plus intentionnel, viser le contenu plus intentionnel, ben tu l'as dit là, viser la qualité plutôt que la quantité. Puis la qualité, il faut dans le sens où il faut choisir aussi le contenu de qualité qu'on veut faire. Est-ce qu'on veut privilégier le contenu éducatif, comme on disait tantôt, ou est-ce qu'on veut privilégier, je sais pas, le contenu divertissant? Si c'est ça au final notre objectif, ça se peut. Donc, juste mieux choisir qu'est-ce qu'on va produire. Peut-être mettre plus de temps à produire un contenu, mais qui soit encore meilleur. On dirait que on n'a pas, peut-être Marianne, tu as plus de insight, mais on dirait que j'ai pas la recette encore, la réponse, comme comment est-ce qu'on fait en tant que marque pour être encore plus, dans l'intention. C'est plus écouter qu'est-ce que notre audience veut réellement. Si on produit du contenu puis que ça marche pas, on va pas s'acharner. Tu produis du contenu, tu as 2 likes. Acharne-toi pas comme tel, puis cherche pas forcément à remplacer ce contenu-là. Si tu as, je sais pas, 3 piliers dans ta stratégie de contenu, il y en a un qui fonctionne pas, mais les 2 autres fonctionnent très bien. Ben, peut-être qu'on se focus sur ces 2 piliers de contenu-là, puis que c'est suffisant au final. Donc, pas chercher à remplacer absolument, mais juste peut-être optimiser ce qui fonctionne bien. Ouais, puis je pense aussi comme derrière tout ça, oui, on parle comme, tu sais, du côté de la marque en ce moment, puis de créateur de contenu, mais mettons en tant que consommatrice de contenu, tu sais, c'est tout le temps subjectif. De la manière que moi, j'ai l'impression d'être productive sur les réseaux sociaux, c'est pas du tout la même affaire que Caro. Tu sais, il y a des gens que justement le AI slop, ils adorent ça, là, puis ils en veulent plus, puis les marques qui vont en faire éventuellement, ils vont engager avec ça. Mais moi, personnellement, comme je sais pas, j'adore les vlogs, genre, comme c'est ça que je vais regarder le plus, mais ces personnes-là, ça va moins résonner avec eux. Fait que tu sais, il y a aussi comme on le rappelle tout le temps avec les données de l'étude, c'est que on sonde les humains, tu sais, on sonde des gens qui sont pas au courant de la stratégie de contenu que des marques. Tu sais, c'est des gens qui sont un peu, j'ai pas envie de dire clueless, là, mais ils arrivent avec comme leur bienveillance d'humain. Fait qu'il faut vraiment comme garder le facteur comme il y a une certaine, tu sais, il y a une zone grise derrière ça qu'il faut y aller avec comme ton expertise à toi en tant que créateur de contenu, comme, tu sais, c'est comment, par exemple, je veux pas faire perdre le temps de mes abonnés ou de mes futurs abonnés, comme, Ouais, mais parce que ils vont tous répondre d'une manière différente en tant qu'humain. Fait que, tu sais, il faut garder ça aussi en tête que, comme on disait tantôt, il y a pas de recette parfaite derrière ça, on n'a pas la clé. Sinon, on serait, je sais pas, comme on serait des millionnaires là, en tant que créatrice de contenu. Ça marcherait, mais comme, tu sais, c'est ça, comme on disait, faut tester, puis il faut se faire confiance, mais comme à quelque part, il n'y a pas de réponse parfaite pour qui que ce soit. moi, je serais curieuse si tu disais, ah, mais tu sais, il y en a qui aiment ça, du contenu créé full par le AI, là, je sais pas comment t'as appelé ça, là, mais tu sais, les gens qui aiment ce genre de contenu-là, est-ce qu'ils veulent absolument que les marques produisent ce genre de contenu-là, Ouais. tu sais, pas, parce que dès qu'on a des choses qui ont l'air, on produit des choses qu'on fait nous-mêmes, puis des fois, ça a l'air
un peu, tu sais, les gens sont full sceptiques maintenant sur les réseaux sociaux. Ils vont t'écrire, oh, c'est du AI alors que ça n'en est pas. Fait que peut-être que justement, ces attentes-là, ils sont pas les mêmes forcément entre moi, Caroline Fortin, qui produit du contenu, vs une marque qui va produire du contenu. Fait que peut-être, là, je dis ça sous toute raison, mais peut-être que l'AI, on peut le laisser aux créateurs AI, puis nos marques, ben, on est plus dans l'humain, l'authenticité, etc. Ouais, non, effectivement. En terminant, est-ce qu'il y a des statistiques qu'on n'a pas abordées qui ont ressorti de l'étude qui étaient importantes pour vous qu'on aborde cet après-midi? Oui, je pense que, tu sais, derrière tout ça, il faut quand même garder en tête que les gens suivent des marques. On pourrait croire qu'on parle full d'authenticité, on parle full de l'humain. Tu sais, on suit les influenceurs, ça va fonctionner dans notre stratégie de contenu parce qu'on veut entendre des humains nous parler des marques. Mais malgré tout, du contenu de marque, les gens continuent de le suivre. Puis des fois, ça me surprend parce que, tu sais, cette stat-là, comme c'est quand même 41% des répondants là, qui disent suivre des marques. Des fois, je vois des gens que je connais qui suivent Head and Shoulders sur Instagram, puis je suis comme désolée, genre comme ils font pas du contenu Instagram, ils sont comme très, tu sais, c'est très promo, c'est la même affaire tout le temps, mais ça fonctionne quand même d'une certaine manière pour les audiences. Fait que tu sais, faut pas qu'il faut pas se décourager, mais tu sais, notre stratégie à quelque part a sa raison d'être sur les réseaux sociaux parce qu'il y a quand même des gens qui vont nous suivre. Je dis pas peut-être dans 10 ans, il va y avoir un méga boycott de tout le monde, mais pour l'instant, c'est ça. Les gens, ils suivent encore des marques. Ouais, puis ce qui est intéressant en parallèle avec la stat que tu dis là en ce moment, Marianne, c'est on a posé une question qui était bon, est-ce que vous préférez entendre parler d'un service ou d'un produit par la marque, par l'employé ou par les influenceurs? Puis au global, reste que les Canadiens veulent que ce soit la marque qui partage leur propre message. Fait que oui, après ça, il y a des subtilités par rapport selon les tranches d'âge, mais c'est ça, on veut quand même, on s'attend à ce que les marques prennent parole puis partagent eux-mêmes leur message. Fait que ça, c'est quand même encourageant pour les marques. Fait que suffit de le faire comme du monde. En respectant toutes les bonnes pratiques qu'on a jasées ensemble cet après-midi. Merci beaucoup, Caroline et Marianne, d'être venues nous jaser justement de manière très intentionnelle et humaine des chiffres, du data que vous avez ressorti de ce sondage-là qui a été fait auprès de quelques milliers de participants canadiens et québécois. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas nommé aujourd'hui que vous auriez aimé partager? Non. Suivez-nous sur Instagram, je sais pas. Donc, pour les gens qui ont peut-être pas regardé l'étude des GTL, ceux qui voudraient la télécharger, où est-ce que vous voulez les envoyer? Ça serait sur le site de Léger. Parfait. Fait qu'on va mettre ça dans les commentaires dans les notes de l'épisode. Merci les filles pour ces insights. Merci à toi. Merci d'avoir pris le temps d'écouter l'épisode au complet. J'espère que tu as appris plein de choses. Si oui, n'hésite pas à partager avec un ami ou un collègue qui est dans l'industrie de la création de contenu, des médias sociaux, des coms, du marketing. Et un merci particulier à Isarta, toute la belle équipe d'Isarta qui propulse le podcast, mais avec qui aussi j'offre plein de formations. Tu vas en savoir plus sur toutes les formations que j'offre en lien avec les médias sociaux, la création de contenu, la publicité en ligne. N'hésite pas à aller visiter le site web isarta.ca. Une autre chose qui pourrait t'aider, c'est de découvrir toutes les manières que je peux t'accompagner. Donc, j'offre de l'accompagnement personnalisé, du coaching, des consultations éclairs et finalement, je t'invite à visiter mon site web pour en savoir un peu plus sur la machine à contenu, qui est un outil que j'ai développé pour t'aider avec ta création de contenu de manière stratégique, planifiée, structurée. Dans la machine à contenu, tu as une boîte à idées, tu as une section pour t'inspirer, tu as une section pour planifier ton calendrier de contenu, des listes de best practices pour chacun des formats de contenu. Va voir la machine à contenu sur mon site web francisjeté.ca. Je ne retiens pas plus longtemps. Merci beaucoup, puis on se dit au prochain épisode.